Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour cette édition spéciale consacrée aux faits d'actualité. D'abord, les chantiers qui avancent avec un accent porté sur les voies de communication, à savoir deux axes routiers stratégiques, Ntoum, Kokobich d'un côté, Alembe, Mikoui de l'autre, des projets qui portent l'ambition de désenclaver des zones longtemps restées à l'écart et de dynamiser les échanges économiques et sociaux. Et en seconde partie, nous reviendrons sur l'affaire Sylvia Bongo Ondimba et Noureddine Bongo Valentin, leur récente déclaration publique évoquant des actes de torture présumés à susciter une vive réaction de l'opinion. Quels sont les faits? Qu'en est-il réellement des poursuites en cours? Et surtout, que doit-on comprendre de cette sortie sur les réseaux sociaux? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir avec nos invités, d'ailleurs qu'on va présenter maintenant. Ghislain Guizet est à ma droite, il est politologue. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Makumba. Et de l'autre côté, Brice Liviu Eyinga, il est acteur politique. Bonsoir. Bonsoir monsieur Matomba. À vos côtés, Stevie Essima Nduntum de la plateforme Expression Citoyenne. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Matomba. Alors, d'entrée, on peut le voir, les chantiers sont en cours au Gabon. La route Ntoum-Kokobi, c'est 83 km. Quelle est l'importance stratégique de cet axe routier pour l'économie nationale? Écoutez, il y a plusieurs avantages. Kokobich se trouve à quelques encablures de Libreville. C'est une zone qui a été complètement abandonnée par les pouvoirs précédents depuis plusieurs années, depuis des décennies. Alors, si vous allez au niveau de Kokobich, il y a un potentiel énorme. Vous rendrez facilement compte que Kokobich est l'une des villes du Gabon dans laquelle on trouve les plus belles plages de notre pays. Alors, sur un tout autre plan, Kokobich est à quelques centaines de mètres de la Guinée équatoriale. C'est quand même une ville stratégique pour notre pays. Alors, le poisson, on en trouve suffisamment. Alors, il y a tout un aspect économique lié derrière le désenclavement de Kokobich. Les plus hautes autorités de la République ont compris que le développement de tout État prend sa source à travers le désenclavement, à travers les routes. D'où aujourd'hui le projet de l'aménagement des voies que nous sommes en train d'observer à travers le Gabon. Un peu partout. D'ailleurs, c'est un projet qui va prendre fin à peu près entre fin octobre 2026. C'est pas assez long, monsieur Ndoutou? Peut-être pas, ou peut-être, c'est selon l'ambition qu'on se donne. Lorsque nous voulons développer notre pays, vous savez que le développement doit être inclusif. S'il est inclusif, il doit être harmonieux. S'il est harmonieux, il doit intégrer l'arrière-pays. Kokobich est une niche économique importante pour notre pays parce que c'est une station balnéaire. Et en dehors de ça, c'est une opportunité touristique immense parce que là-bas, nous avons un tourisme à ciel ouvert, notamment l'écotourisme. Et donc, au moment où notre pays est en train de diversifier son économie touristique et en train de dynamiser ce pan de notre secteur économique, il est de bonne loi que les stations balnéaires, les niches touristiques soient mises en éveil, soient mises en exergue. Et pour être mises en exergue, il faut le voir la communication. Vous savez, dans notre pays, le mal qu'on a pour développer notre tourisme, c'est éventuellement celui de voir la communication. Si Kokobich est facilement relié à Libreville, nous aurons là une forte activité touristique qui va avoir des plus-values certaines dans d'autres secteurs, notamment le commerce, l'hébergement et autres. C'est là qu'on appelle un développement harmonieux et inclusif. Et c'est à saluer, et parce que aussi, Kokobich est aussi stratégiquement ancré dans l'idée que le Gabon doit se positionner concurrentiellement dans la sous-région, notamment à l'idée que Kokobich est quand même frontalière à la Guinée équatoriale. Et il est normal que Kokobich capte toutes des niches aussi qui viennent de la Guinée équatoriale si d'aventure cette belle ville est modernisée, développée, et cela va servir de porte d'entrée pour les capitaux de la part de la Guinée équatoriale qui pourront venir au Gabon, et cela va ajouter pour notre pays une plus-value certaine. Donc, je ne peux que saluer en tant que citoyen, dans le cadre de ce que je représente ici, c'est-à-dire des expressions citoyennes, nous sommes d'avis avec l'idée
de développer harmonieusement notre pays. Ouais, c'est un chantier que le président tient à cœur. On peut le voir, il est presque à Coco Beach constamment. Que dites-vous à ce propos? Est-ce que sur le plan touristique, Coco Beach va drainer du monde? Alors, je pense qu'effectivement, le désenclavement de Coco Beach va créer des conditions de mobilité plus accrues, aussi bien pour les habitants du Gabon de Libreville que ceux de l'intérieur. Pourquoi pas ceux de l'étranger, ceux de la Guinée équatoriale également. Mais je voudrais, en parlant de Coco Beach, revenir sur un élément important, puisque le Gabon, dans le cadre de la prise en compte du déficit en matière d'habitat qu'il y a au Gabon, le gouvernement s'est lancé dans un vaste programme de construction d'un certain nombre de logements. Et il se trouve qu'au sein de Libreville, il y a une pression, par exemple, sur la ressource sablière due à l'intensité de construction. Or que Coco Beach regorge des belles plages et du bon sable. En exploitant le sable de Coco Beach, cela va créer des conditions qui vont permettre d'assouplir la pression sur la ressource sablière et baisser les coûts du sable et favoriser la construction de logements qui pourraient être accessibles au peuple gabonais. Au-delà, je voudrais aussi souligner un fait de Coco Beach. Vous savez, Coco Beach, Guinée équatoriale, Gabon, nous sommes dans la zone du golfe de Guinée. Et cette zone du golfe de Guinée est un enjeu géopolitique, géostratégique important. Donc, avoir un accès à Coco Beach nous permet effectivement d'avoir un regard sur cette zone qui est importante. Ça nous permettrait de lutter avec efficacité contre, par exemple, la piraterie maritime, qui est un phénomène qui a déjà fait des victimes dans notre pays. Je voudrais à cet effet rendre hommage au commandant Mbina, qui a perdu la vie dans cette zone du golfe de Guinée. Donc, je pense que Coco Beach, effectivement, c'est un enjeu aussi bien économique, mais aussi un enjeu géostratégique important. Et le gouvernement actuel a pris la mesure de la situation et se donne les moyens de faire du Gabon une plateforme qui pourrait effectivement tirer le bénéfice dans ce cadre. Voilà, c'est très bien. Au-delà de cette connexion entre Ntoum et Coco Beach, une autre grande liaison interprovinciale retient également l'attention. C'est Alembe-Mikoyi, 300 km, 5 provinces connectées. On revient ce soir sur l'importance que revêt ce projet d'envergure avec Pélagie Mbouyono. Regardons ce document, on se retrouve juste après. Le tronçon routier Alembe-Mikoyi va bénéficier d'un financement majeur de BGFI Bank pour désenclaver les régions centrales, fluidifier les échanges, améliorer la qualité de vie des populations. Une route qui évolue dans un relief difficile et un environnement totalement hostile à l'homme. Ce projet comporte 26 ouvrages d'art de type pont et 6000 mètres linéaires d'ouvrages hydrauliques de type Dalo. C'est un projet qui traverse un relief assez difficile. C'est un projet qui se trouve dans une zone de forêt dense, hostile à l'homme. Ce projet, attendu depuis des décennies, est porteur de transformations durables pour le pays et revêt une importance capitale pour le développement intégré du Gabon, car il dessert 5 provinces. Les coûts des projets récemment révélés dans les médias, donc 140 milliards pour Alembe-Mikoyi et 100 milliards pour Ntoum Coco Beach. Ces montants représentent les premiers décaissements qui vont servir pour le premier aménagement, donc notamment les travaux proprement dit des routes qui intègrent les ouvrages hydrauliques, les ouvrages d'art, les ouvrages d'assainissement, les stations de paysage et péage, y compris les travaux connexes. La traversée de la réserve naturelle de la Lopé représente un défi technique et environnemental de taille que les ingénieurs promettent de relever avec des solutions innovantes et respectueuses de la biodiversité. Le projet Alembe-Mikoyi est un projet qui traverse le parc national déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans ce relief-là, il y aura des vestiges que certainement les études topographiques vont révéler et tout ce patrimoine-là, découvert lors de l'étude, va être protégé et pour la protéger,
on va utiliser le plan de gestion environnementale et sociale. À travers ce projet structurant, le chef de l'État confirme sa volonté de faire du réseau routier un levier de développement durable capable de soutenir la croissance et de transformer concrètement le quotidien des Gabonais. Voilà, on a pu suivre ensemble ce reportage. Dites-nous, messieurs, en quoi la route Alembe-Mikoyi va-t-elle désengorger le transport routier et même ferroviaire? Je pense que sur cette question, je vais déjà très rapidement rappeler qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à souligner dans le cadre de ce projet, parce que il y a 2 jours, j'ai fait la route Franceville-Libreville. Ah, vous étiez là-bas? Justement, je l'ai faite et je pense qu'actuellement, elle est très praticable, dû au fait que les autorités, au-delà de la déclaration d'intention, ont actionné un ensemble de travaux qui sont pratiques en ce moment précis. Pour répondre à votre question particulièrement, je voudrais rappeler que la route, la nationale, je crois que c'est la nationale 2, va permettre de faire une espèce de concurrence entre la CETRAG, du moins dans le domaine du transport. Les populations auront le choix entre prendre le train de CETRAG et prendre la voiture pour aller chez eux dès que la route sera construite. Cela aura pour effet de rendre pratique la politique de l'État qui consiste à alléger le panier de la ménagère par le fait de baisse de prix, parce que s'il y a une concurrence, les prix vont automatiquement baisser. Et par conséquent, les gens pourront voyager facilement et faire des économies qui pourraient être dépensées pour autre chose. Donc c'est un élément très important qui rentre dans le cadre des priorités de l'État, parce qu'effectivement le chantier qui est celui de l'État est un chantier assez vaste. Et en permanence, l'État doit faire des arbitrages. Et dans ces arbitrages, l'arbitrage de la route est un arbitrage assez intéressant, en ce sens que c'est un arbitrage qui colle sur l'urgence. Et la route est une urgence et il faut le souligner. Et sur le plan ferroviaire? Écoutez, avant de rentrer sur l'aspect ferroviaire, j'aimerais d'abord m'appesantir sur un élément très important. Le projet Alembe-Mikoyi traverse 5 provinces de notre pays. C'est ça. C'est très important. Nous avons là un élément de développement communautaire très important qui va faciliter le maillage des communautés qui se trouvent dans différentes provinces. Sur un tout autre plan, nous savons qu'il y a nous avons des parents dans différents villages qui font de la culture vivrière, mais qui veulent, bien entendu, cultiver de façon plus importante. Et le premier problème qui s'est souvent posé, c'est l'acheminement des produits pour pouvoir les écouler. Et le premier vecteur de développement ou de transport des vivres, quand on sort de la brousse, pour mettre sur le marché, c'est la route. Quand on n'a pas de route, on a des produits qui se détériorent parce qu'on n'a pas la possibilité. Et là, on souligne encore la question des parcs que nous avons. Il y a des pays entiers qui se sont développés uniquement à travers le tourisme. Et nous avons un potentiel touristique énorme dans notre pays que nous n'arrivons pas à développer. Le tourisme ne peut pas se développer dans un pays si la route n'est pas effective. Et là, les plus hautes autorités de la République ont compris qu'il fallait mettre un accent primaire sur la route. Développer la route entraînera de facto le développement de tous les autres aspects qui permettent au Gabon de véritablement décoller. Donc, bien comme on l'a dit sur la route de Kokobich, la route Alembe-Mikoyi est très importante pour notre pays. Et de là, nous allons mettre un certain nombre d'aspects qui feront en sorte que les Gabonais arrivent dorénavant à circuler entre les provinces sans plus grande difficulté. Très bien. On voit également sur les réseaux sociaux des questionnements des dames qui se demandent pourquoi autant d'argent dégagé pour ces quelques kilomètres de route. Très bien. Vous savez, ce sont les débats de périphérie, bien sûr, qui nous intéressent parce que ces débats sont portés sur la place publique. Quelqu'un disait dans ce pays, un ministre, le général Flavien Zenginzoudou, que le développement du pays passe par le développement de la route. Vous voulez un pays développé, il faut développer les routes. Parce que les routes sont des facteurs intégrateurs d'un développement inclusif. Ça veut dire que si vous estimez que construire des routes, c'est trop cher, vous n'avez rien compris de l'ambition d'un pays de se développer. On ne peut pas se développer parce que Libreville a des gratte-ciel. Pour développer le pays, il faut booster son économie. L'économie se booste à travers quoi? À travers les voies de communication. Pour développer un pays, il faut
interconnecter ces territoires, ces régions, ça, c'est à travers les voies de communication. Cette route-là, au-delà de l'aspect économique et social, a une dimension patriotique importante. On vient de vous le dire, elle relie 5 provinces. C'est ça. L'ambition nationale et patriotique du Gabon, c'est l'unité nationale. Donc cette route est facteur d'intégration, facteur de cohésion sociale, facteur de proximité de communauté. Et ça n'a pas de prix. Parce qu'il faut que le Gabonais qui soit dans une région X soit facilement prêt à se rendre dans une région Y pour faire le brassage des cultures. Et ça, c'est au prix que nous voulons. 1. 2, cette route doit nous permettre, en réalité, d'avoir une alternative durable au transport ferroviaire qui est aujourd'hui le seul usité pour se rendre dans cette région du Gabon. Et donc, cette alternative durable fera en sorte, comme l'a dit, de faire baisser les coûts, mais surtout de donner l'opportunité aux Gabonais de découvrir leur pays. Le tourisme doit aussi être endogène, de donner l'opportunité aux Gabonais aussi de choisir finalement les moyens de transport et de permettre de faire en sorte que chaque Gabonais se dise que mon pays me permet de visiter les régions du Gabon qui étaient difficilement visitables du fait de leur caractère enclavé. Moi, je pense que faire une polémique sur la question des coûts, c'est être rétrograde. Pourquoi? Parce que aussi, un marché public répond à un cahier de charges. Or, lorsque le cahier de charges est porté à la connaissance des soumissionnaires au marché public, nous ne savons pas aujourd'hui quel est le contenu et les exigences du cahier des charges. Donc, on ne peut pas, en dehors de ces livrables, en dehors de cette connaissance profonde du dossier, dire que la route est chère ou pas. Parce que nous ne savons pas ce que contient les différents cahiers des charges par rapport à la réalisation. Brice, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais surtout... Il faut également préciser qu'à Kokobich, il y a une zone de plaisance qui est implantée dans le projet. Justement, mais oui? Moi, je veux juste revenir sur un élément. Je pense que les mots doivent avoir leur sens ici. Et quand mon collègue juste à côté dit que c'est un débat périphérique, moi, je ne pense pas qu'il soit périphérique. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que lorsqu'on lance, nous avons des interrogations. Il l'a dit tout à l'heure, que le cahier des charges, nous ne le connaissons pas. Donc nous avons un peuple qui est curieux. Le rôle qui est le nôtre et le rôle qui est celui des gouvernants, c'est de faire de la pédagogie. Et c'est tout l'intérêt de ce débat que nous avons ici aujourd'hui. Les Gabonais se sont interrogés, à nous de leur apporter ces éléments techniques parce que ces projets sont réalisés à travers l'argent du contribuable. Donc c'est aussi leur rôle de s'interroger lorsqu'ils ne comprennent pas quelque chose. Et je pense qu'il a parfaitement bien développé et je crois que ceux qui avaient des interrogations l'ont compris. Donc je voulais vraiment préciser ça. C'est un débat important et nous avons certainement répondu à certaines de ces interrogations et le gouvernement fera le reste. Oui, et c'est très bien. D'ailleurs, autre sujet d'actualité. Il y a également ce document que de nombreux compatriotes ont découvert hier à travers les réseaux sociaux, Sylvia Bongo et Nourdine Bongo-Valentin, qui se plaignent de leurs conditions de détention. Une situation qui n'a pas laissé indifférents nos téléspectateurs que nous avons rencontrés cet après-midi. Regardons ce document. C'est le Gabon qui a porté plainte à Ali Bongo. Normalement, les Gabonais sont encore bien. Dans les autres pays, ce sont les gens qu'on devait mettre en prison définitivement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La foutaise qu'ils ont fait là. Qui ignore ça? Il n'a pas le droit de porter plainte, c'est nous qui devons même lui poursuivre. Parce que ce qu'il a fait n'était pas digne de faire, à nous traiter mal. Ce que tu as fait en mal, on dit tu as fait en mal. Ce que tu as fait en bien, on dit tu as fait en bien. Ils ont reçu déjà la grâce de sortir, c'est déjà ça. Ils doivent dire merci. Parce que moi je pense que si c'était même pas ici au Gabon, ils auraient périr là-bas et mourir là-bas. Donc moi je dirais que c'est pas normal. Qui les a libérés? Qui les a libérés? Mais ils n'ont qu'à venir porter plainte au Gabon. C'est là-bas ils portent plainte. Ils n'ont qu'à venir, on les attend. Selon Vladimir Jankelevitch, il dit « L'acte que tu poses détermine ton existence ». Ce qu'il est en train de poser là, c'est nul et non avenu. Pourquoi? Nous les Gabonais, nous avons vécu. On a vécu dans les ténèbres. Ce sont les prières que nous, on a effectuées
qui ont fait en sorte que ce pays soit renversé. Mais je me vois mal pourquoi il va porter plainte. Il a reçu un traitement de faveur. Je vais dire même c'est une grâce. Peut-être que les gens voient les choses de façon différente, mais la justice ne se base pas sur la vengeance en fait. La justice doit être impartiale. Donc s'ils ont été mal entretenus pendant leur passage à sa famille, c'est certainement qu'ils doivent porter plainte. Vraiment, que Dieu les aïeux lui récompense de son travail qu'il a eu à faire au Gabon. Maintenant, il veut porter plainte aux Gabonais. Il ne pas porter plainte où? Au Gabon ou bien en France? S'il peut porter plainte en France, la plainte là c'est pour les Français, c'est pas pour les Gabonais. Voilà, des avis riches et variés. Est-ce que les Gabonais aujourd'hui sont, on peut dire, fâchés? Très bien. Justement, je suis sur ce plateau dans le cadre de la plateforme Expression citoyenne. Et d'ailleurs, là, vous venez d'avoir des expressions citoyennes multiples, diverses et variées. Très bien. Est-ce que les Gabonais sont fâchés? Oui. Oui, les Gabonais sont fâchés. Pourquoi les Gabonais sont fâchés? Parce que les Gabonais estiment qu'il y a comme un manque de respect envers le peuple gabonais souverain, un manque de respect envers l'État régalien. Pourquoi? Parce que pour aborder la question de la démarche de la famille présidentielle à aller rester en justice l'État et autres, il faut relever deux équivoques. Le premier, c'est que il y a là comme une volonté de mise sous tutelle de la justice gabonaise. Et la justice gabonaise est souveraine. L'un des éléments principaux de souveraineté d'un État, c'est sa justice. Donc, si la famille présidentielle estime que pour régler les problèmes de justice dans notre pays, il faut aller se répandre devant les justices internationales, notamment devant la justice française, ça veut dire qu'il y a là comme une volonté finalement de penser ou de faire croire que notre justice serait une justice de périphérie, serait une justice qui est finalement mise sous tutelle. C'est incompréhensible venant de la part d'un ancien chef d'État. Donc, ce premier équivoque. Les Gabonais refusent de penser que leur justice est sous tutelle d'une quelconque justice, de quelconque pays que ce soit. Deux, en réalité, la démarche perfide qui consiste à laisser penser ou à faire croire que la justice gabonaise s'acharne contre la famille présidentielle, là aussi est incompréhensible parce que la répression judiciaire n'a jamais été aussi intensive que sous le règne d'Ali Bongo Ondimba. Sous le règne d'Ali Bongo Ondimba, la répression judiciaire a été une arme politique fatale pour les élites gabonaises. Et donc aujourd'hui, si vous pensez que cette justice est manipulée, mais qui l'a manipulée? Qui l'a manipulée hier? Qui a manipulé la justice contre l'ancien directeur de cabinet du président de la République? Qui a manipulé la justice contre des valeureux et dignes fils du Gabon qui ont été mis en prison plusieurs années durant? Aujourd'hui, on parle de mauvais traitements dans le milieu carcéral. Mais les Gabonais se souviennent des images choquantes à la sortie de prison de Brice Lacruche à Lianga. Et donc, il ne faut pas prendre les Gabonais pour des gens qui ne sont pas lucides. Mais que faut-il comprendre de cette déclaration conjointe Sylvia et Nourdine? Que dénonce-t-il? Bon, déjà, j'aimerais bien qu'ils puissent dénoncer quelque chose de factuel. Mais j'ai l'impression que nous nageons à compte courant, et particulièrement ces derniers. Je voudrais que l'on reparte à l'histoire de notre pays. La première chose, comme l'a dit tout à l'heure mon compatriote, le Gabon est sorti du tutorat de la France. Nous sommes un pays souverain. Et si j'ai bonne mémoire, Madame Sylvia Bongo, pour nous, jadis, avait désavoué le nom de son époux au moment où il fallait rétablir les choses. Alors, nous pensions que ces derniers étaient Gabonais. Nous ne savions pas qu'ils avaient un fort impact plus orienté vers la France que pour le Gabon. Parce que, en ce qui me concerne, observons la chose, Madame Sylvia Bongo et son fils sont sortis de prison, ont été libérés provisoirement par la justice gabonaise, sans aucune pression quelconque. Donc cela voudrait dire qu'ils avaient les possibilités d'intenter une action ici au Gabon, au lieu de la permettre en France.
Parce qu'à ce que je sache, le droit français ne peut pas intercéder dans des actions dans la justice gabonaise. Comme je l'ai dit, nous sommes un pays souverain. Ouais. Maintenant, si nous regardons les choses dans l'état actuel, en nous fixant sur notre rétroviseur, le rétroviseur gabonais, qui doit concrètement porter plainte à qui? C'est aux Gabonais de porter plainte à la famille Bongo, et particulièrement à Madame Sylvia Bongo Ndimba et à son fils Noureddine, qui ont géré le Gabon au moment où Ali Bongo était malade. Est-ce qu'ils pourront revenir ici au Gabon? Mais nous avons foi à la justice. Ils ont été libérés provisoirement, mais la procédure suit son cours normal. Il est question que ces derniers reviennent pour répondre de leurs actes. Mais vu leur façon de procéder aujourd'hui, nous sommes tentés de nous orienter vers les institutions, à savoir le président de l'Angola, qui les a reçus. Et là, les Gabonais se posent un certain nombre de questions. Oui, justement, les Gabonais se posent un certain nombre de questions. D'ailleurs, suivons quelques interrogations de la rédaction à travers la plume de Yves Oyono. L'affaire des frères La Chronique, la famille Bongo Ndimba, plus que jamais sous les feux des projecteurs depuis quelques jours. Le parquet de Paris vient d'enregistrer les plaintes de Dame Sylvia Bongo Ndimba et de son fils Noureddine Bongo, qui seraient les victimes des hommes du 30 août 2023 au Gabon. L'ancienne famille présidentielle se plaint. À Libreville, comme dans tout le pays, le peuple s'interroge sur qui sont les véritables victimes sur cette affaire, qui semble aussi dense que la profondeur des eaux de l'Ogooué. Ceux qui autrefois restaient sourds aux demandes de clémence de nombreux prisonniers politiques et d'opinion d'hier seraient désormais devenus sensibles aux conditions d'incarcération dans ces prisons dont ont hérité les hommes de la transition. Serait-il en train de ressentir les interminables douleurs d'un Brice Lacruche à Lianga, que Sylvia Bongo Ndimba n'a pas pu reconnaître au dernier contact? Ont-ils donc été au contact du quotidien carcéral d'un Bertrand Zibabug, qu'ils ont également fait prisonnier? Ont-ils finalement ressenti la soif de liberté d'un Kelly Ondor ou mesuré l'ampleur de l'absence de la chaleur des siens à ses côtés pendant des années entières? Sylvia et Noureddine auraient retrouvé toutes les sensibilités humaines. Y aurait-il une catégorie spécifique de Gabonais, éligible au statut de prisonnier à sans famille? Où sont censés se soigner tous ces prisonniers sur qui les pathologies les plus compliquées sont diagnostiquées là-bas? Ali, Sylvia et Noureddine Bongo seraient libres ou partiellement libres, trop libres au point de faire profit de cette liberté en se constituant victimes sous le regard de ces nombreux Gabonais qui peinent encore à sécher les larmes d'une époque, l'époque des inégalités, celle des détournements financiers, l'époque des prisonniers politiques, l'époque d'un règne autoritaire froid et insensible. Depuis le 30 août 2023, plus rien n'est comme avant pour cette famille. Et depuis quelques heures, les Bongo Ndimba estiment avoir trop souffert, plus que tous les Gabonais. Dans nos quartiers, à Potos, à Djougou, Kingele, et Passenje, et à Douma, au quartier Est en passant par Bibora, les uns et les autres continuent à croire que Sylvia et Noureddine Bongo Ndimba n'ont sûrement pas connu les mêmes conditions d'incarcération que tous les autres anciens prisonniers du Gabon. Alors, au-delà de cette affaire, qu'est-ce que les Gabonais attendent, au-delà du procès, qu'est-ce que les Gabonais attendent vraiment de cette affaire? Alors, moi je pense qu'au-delà de cette affaire, les Gabonais sont exprimés avec diverses opinions. C'est ça. Mais moi, je voudrais, parce que dans cette affaire, moi, je pense que nous avons eu deux axes de lecture. Il y a l'aspect purement juridique que mes deux collègues ici ont évoqué, mais il y a aussi eu l'aspect diplomatique par l'entremise de l'Union africaine. Alors, je pense que M. le Président, l'ancien président Ali Bongo, durant son mandat, a clamé être un patriote. Et le patriotisme, ce n'est pas fonction aussi de position. Le patriotisme, c'est un sentiment qui doit nous habiter intrinsèquement. Alors, au moment où notre pays est dans une situation évidente de fragilité, je pense que le sens de la grandeur doit habiter des acteurs de cette envergure. Parce que l'Union africaine est venue, et dans le cadre de la libération de Mme Sylvia Bongo et de Noureddine Bongo, il y a eu une action diplomatique qui a été faite. Moi, mon interrogation, c'est de savoir quelles étaient les contreparties lors de cette opération de libération, de négociation avec l'Union africaine. Parce que d'un côté, l'État gabonais
a fait des concessions. Quelles sont les concessions qui ont été faites de la part de la famille Bongo Ondimba? Alors, à partir du moment où ces concessions ont été faites, est-ce que cette action ne viole pas les concessions qui ont été faites? Et pourquoi le silence de l'Union africaine? C'est ça. C'est tant de questions. Monsieur Essima, que dites-vous pour terminer? Je pense que les Gabonais se questionnent et la question fondamentale que l'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait courir Sylvia Bongo Ondimba et son fils? De quoi l'ex-première dame et son fils ont-ils aussi peur au point de ne pas vouloir venir devant la justice gabonaise pour être blanchis si tel est qu'ils estiment être blancs ou pour être condamnés si tel est que la présomption de culpabilité qui pèse sur eux est avérée? Il faut affronter la justice gabonaise pour laver son nom ou pour que la vérité se manifeste, parce que le Gabonais a droit à cette vérité par rapport aux gens qui ont dirigé notre pays. Il faut qu'on sache de quoi il est question. Les soupçons de détournement, est-ce avéré? Si oui, de quelle ampleur ont été ces détournements? Les actes de torture, les exclusions politiques, tout ce qu'il y a eu comme mal. Il faut bien que quelqu'un fasse triompher la vérité. Et il n'y a que la justice pour le faire. Donc, si aujourd'hui cette opération, qui est une opération arrêtée de manipulation de l'opinion publique, parce qu'en réalité, on a peur du procès à venir. Et pourquoi avoir tant peur, même en étant à l'étranger? Le secret doit être énorme et les Gabonais veulent savoir quel est ce secret-là qui fait courir Sylvia Bongo Ondimba et son fils. Et les Gabonais veulent savoir. Monsieur Ghislain Guizé, pour terminer, que dites-vous? Pour terminer, je vais attirer l'attention de la France, qui est un pays ami. Je vais attirer l'attention de la communauté internationale de façon entière et dire à ces derniers que le Gabon est aujourd'hui dans une situation de développement factuel et que la personne qui incarne cette vision, c'est le président de la République, Brice Oligui Nguema, qui a été élu à 94% le 12 avril dernier. C'est bien de le rappeler. Et pour cela, les Gabonais, de façon générale, n'accepteraient jamais que quiconque se trouvant à l'extérieur ou en interne fragilise le président au point qu'il perde les repères pour ne pas poursuivre les travaux, les chantiers qu'il est en train d'engager chez nous. Les Gabonais se mettront en bouclier autour du président Brice Oligui Nguema parce qu'avec ces derniers, nous avons une lueur d'espoir par rapport à ce qu'il est en train de faire que nous n'avons pas connu durant les 14 dernières années de M. Ali Bongo Ondimba. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait retenir ce soir. Nous étions avec Ghislain Guizé, il est politologue, Brice Liviu Eyinga, acteur politique, et Stevie Essima Ndoutoum de la plateforme Expression Citoyenne. Entre avancées concrètes sur le terrain et questions de justice au plus haut sommet de l'État. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos invités pour leur éclairage. Restez sur Gabon Première juste après votre émission. Juste après ce plateau spécial, vous suivrez votre émission du vendredi soir. On est chez vous.